Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec notre ami Pepe Escobar. Bienvenue à nouveau, Pepe. Merci. Et ton sourire, Nema, la partie la plus importante de l'émission. Pep, je veux commencer par ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, parce qu'il semble que, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis essaient de mettre la pression sur trois pays importants au sein des BRICS. Le Brésil, l'Inde et la Chine. Ce que nous savons, c'est que l'administration Biden n'a pas pu le faire. Et d'une manière ou d'une autre, la nouvelle administration, l'administration Trump, pense qu'elle peut faire quelque chose que l'administration précédente n'a pas été capable de faire. Oui, vas-y, Pep. 50 jours. J'aimerais ne pas avoir d'avis là-dessus, Nema, parce que Lindsey Graham n'est même pas un être humain. Il relève d'un personnage de Subzoology. Il est au-delà du dégoûtant et du répugnant, payé par ses maîtres depuis des décennies. Et c'est ça le problème. Quand un sénateur américain stupide et imbécile ouvre la bouche, tu as des répercussions dans le monde entier. C'est ça le problème. Quand tu as un sénateur du Bangladesh ou du Brésil qui ouvre la bouche, il ne se passe rien, même si c'est en anglais, ce qui généralement n'est pas le cas. Mais ces imbéciles à Washington, ils ouvrent la bouche et c'est relayé sur toute la planète en un éclair. Et nous devons composer avec ça, même quand nous savons que tout ce qu'il dit, il ne sait même pas penser. Lindsey Graham est pire que John McCain, juste pour donner une idée. Et j'ai suivi ces clones quand je vivais à Washington au quotidien. Le problème est bien plus grand. La guerre contre les BRICS est maintenant en train de passer au niveau supérieur. C'est quelque chose dont nous parlions depuis un bon moment, nous écrivions à ce sujet, nous en débattions entre nous dans notre petit groupe d'analystes, et nous savions que tôt ou tard, nous passerions au niveau supérieur. Et dans certains cas, chaud. Comme ça, c'est produit avec l'Iran, pratiquement une déclaration de guerre. Les Iraniens, bien sûr, comme tu le sais très bien, Nema, les Perses et les Iraniens, y pensent à très long terme, ils ont une vision historique. Donc, ils ont calibré leur réponse. Ou, dans le cas de l'attaque des États-Unis, ils n'ont pas répondu, parce que sinon, ce serait une guerre totale. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'Iran de faire ça. Dans le cas de la Russie, bien sûr, le maître de piste du cirque et les gens autour de lui, ses donateurs, les vraies personnes qui dirigent le spectacle, les classes dirigeantes américaines, ils ont découvert, bien sûr, ils ont découvert ce qu'ils savaient déjà. Tu ne peux pas faire plier la Russie, quoi que tu fasses. Donc, ils reviennent aux menaces, encore une fois. Cette menace stupide de 50 jours, 100% de droits de douane, 500% de droits de douane, 1 million % de droits de douane, plus personne ne fait attention à cette stupidité. Mais c'est le langage des menaces, du bluff, bien sûr, le tout mêlé en permanence à de l'hubris. Et les Russes, comme tu le sais très bien, et notre public le sait très bien, ils sont réalistes. Ils regardent les faits, des faits concrets sur le terrain, des faits géopolitiques, des faits géoéconomiques, des menaces réelles, des menaces physiques contre la Fédération de Russie. Par exemple, ce week-end, il y a eu un essaim de drones lancés contre Moscou. Un aéroport a connu, tu sais, de longues interruptions. Donc c'est quelque chose que la population russe, en particulier à Moscou, où la guerre est si loin, quelque chose dont nous parlons toujours, la guerre est à au moins 1200 km de Moscou. C'est trop loin. Mais quand tu as des drones lancés contre la Russie et paralysant l'aéroport de Vnukovo, c'est une autre histoire. Donc si ça continue, il faudra une réponse beaucoup plus dure de la part de la Russie. C'est ce que beaucoup d'entre nous caractérisent comme le moment Orchnik. Et nous n'en sommes pas encore là, mais nous nous en rapprochons de plus en plus. Pour le moment, nous sommes au moment de l'expansion de l'offensive russe, qui peut durer quelques semaines, quelques mois, peut entraîner l'effondrement de tout le front ukrainien d'ici les prochains mois. Mais en même temps, nous avons cette pression du système américain désorganisé autour de Trump. Je ne dirais pas que Trump lui-même s'en est déjà rendu compte parce qu'il n'est pas un personnage analytique. Ce n'est pas un stratège. Ce n'est pas un personnage analytique. Il ne lit pas. Il n'écoute personne. Il n'écoute que des slogans de 3 mots et tout ça. Mais il sait que l'ultimatum des 50 jours est une impasse avec la Russie. La Russie ne prend jamais de décision sous pression. Jamais. Surtout Poutine.
Et le fait que, dans les prochaines semaines, l'avancée russe va continuer et même s'accélérer, que les Russes regardent la situation dans son ensemble, non seulement en Ukraine, mais aussi l'ouverture de nouveaux fronts contre la Russie. Et cela commence par l'Azerbaïdjan, où cet horrible Aliyev joue un double jeu vraiment hardcore. Et tout le monde au poste de pouvoir à Moscou le sait. Le MI6 endoctrine de plus en plus de monde dans toute l'Asie centrale, ce nouveau rideau de fer dans la Baltique. Les trois Chihuahuas, la Pologne et la Finlande, essayant dans leurs propres rêves de transformer la Baltique en une mer de l'OTAN et d'isoler la Russie, en particulier Saint-Pétersbourg, ce qui évidemment n'arrivera pas. Mais, pour le moment, ils pensent encore que ça pourrait se produire. Et bien sûr, la mer Noire, où maintenant, nous avons des avions de surveillance de l'OTAN volant tout autour et au-dessus de la Crimée quotidiennement. Donc ils préparent quelque chose en Crimée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et si ça se produit cet été, alors nous approcherons du moment Orchnik, n'est-ce pas? Donc Nema, ça chauffe de jour en jour. Donc en Chine, Trump était obligé de reculer. Il savait depuis le début que c'était une impasse, compte tenu de la réponse des Chinois, déjà en... C'était quand? Avril. J'étais là quand j'étais à Shanghai en avril, par exemple. Je pouvais suivre la réponse chinoise en direct depuis Shanghai et nous pouvions dire, en parlant avec nos amis chinois, nous pouvions dire que maintenant la Chine n'est plus la Chine d'il y a 10, 15, 20 ans. Maintenant, ils ont assez confiance en eux pour dire aux Américains, « Oh oui, allez-y, on vous attend, on s'en fiche. Amenez tout ce que vous avez, balancez tout ce que vous avez contre nous. » Et que s'est-il passé ces derniers jours? La soi-disant autorisation par le système Trump donnée à Nvidia de vendre des puces H20 à la Chine. Qu'est-ce que cela signifie? Essentiellement, cela signifie que Nvidia a des milliards de puces qu'ils doivent vendre par tous les moyens nécessaires. Et le seul marché capable d'absorber ces puces, c'est la Chine. Est-ce que la Chine a besoin de ces puces? Non, ils n'en ont pas besoin. Pourquoi? Parce que Huawei est déjà au niveau suivant. Donc vous savez, les puces Huawei, les puces graphiques, les séries et tout ce qui va sortir vont sortir dans les prochaines semaines et les prochains mois. C'est là que le marché chinois se dirige. Jensen Huang de Nvidia, il le sait, mais il doit quand même vendre ses puces. Donc évidemment, il a mis la pression sur le système Trump. Écoute, fais quelque chose. J'ai besoin de vendre ces puces, sinon je coule. J'ai cet énorme stock, il faut que je me débarrasse de ces puces. Et pourquoi cela se produit-il en premier lieu, Nema? Parce que les Chinois ont commencé à imposer de lourdes restrictions sur l'exportation de terres rares vers les États-Unis. Et là, tu frappes là où ça fait mal. Tu frappes l'industrie automobile américaine et tu frappes l'industrie aérospatiale américaine. C'est tout. Donc voilà. Et c'est ça la différence entre la Russie, la Chine et le Brésil. Numa, on y arrive. On en vient au Brésil. La Russie est une superpuissance militaire nucléaire. Tu ne joues pas avec ça. Il y aura toujours des réponses. Et des réponses sur le terrain. La Chine est une superpuissance économique. Tu ne joues pas avec ça. Les réponses sont géoéconomiques. Et dans le commerce, et dans les exportations, et dans le fait que la Chine peut exporter partout où elle le souhaite. Elle n'a pas besoin du marché américain. Le Brésil est une situation beaucoup plus compliquée, parce que maintenant, le Brésil est sous une guerre géoéconomique commerciale totale. Donc cela va dépendre, et ce n'est pas Lula en soi, bien sûr ce sont les décisions de Lula, mais le gouvernement Lula. Et je pense que toi et une grande partie de notre public connaissez très bien certaines de ces personnes qui occupent des postes de pouvoir dans le gouvernement Lula. Et ce ne sont pas exactement des Einstein, n'est-ce pas? Donc voilà le problème. Voilà le gros problème. Le Brésil fait maintenant face à une menace existentielle. Pour le dire dans un contexte BRICS, la Russie, la Chine et l'Iran ont compris ces derniers, je dirais, trois derniers mois en particulier, qui faisaient face à une menace existentielle individuellement et en tant que membre des BRICS vis-à-vis de l'Empire. Et maintenant, le Brésil fait partie de ce groupe. L'Inde, c'est compliqué parce que l'Inde, et c'est quelque chose qui a été beaucoup discuté en marge du sommet des BRICS, à Rio, ils ne savent toujours pas où ils en sont et ils ne savent toujours pas où ils vont.
et il continue de parier sur les deux tableaux. Le Brésil, dans une certaine mesure, les classes dirigeantes brésiliennes, elles ne parient même pas sur les deux tableaux. Elles sont atlantistes, et beaucoup d'entre elles sont carrément des cinquièmes colonnes. Mais maintenant, ce que Trump est en train de faire, et ce que le système est en train de faire, et des imbéciles comme Lindsey Graham qui vit fratting, et des uber-imbéciles comme Tutti Frutti ou Rudy, le secrétaire général de l'OTAN, ils menacent directement le Brésil. Donc ça, c'est un autre jeu. Maintenant, le Brésil joue maintenant dans le jeu principal, tu sais. Donc ça rend la situation beaucoup plus compliquée. Nous allons devoir attendre le 1er août pour voir si ces 50% de droits de douane vont commencer. Et la réponse brésilienne, qui en vertu de la loi de réciprocité, serait de 50% en retour sur les produits américains. Et les Brésiliens ont déjà commencé, au moins ils reçoivent des demandes d'informations, surtout d'Afrique et d'Asie, de nouveaux clients potentiels pour ces produits que le Brésil exporte. Et tout le monde veut du café, de l'acier, du fer, des avions, des pièces d'avion, tout ce que tu veux. Du soja. Donc voilà où nous en sommes en ce moment. Nous sommes définitivement au niveau suivant de la guerre pas si hybride et maintenant, à bien des égards chaude, contre les BRICS. Pour le cas du Brésil, nous savons que Donald Trump demande quelque chose qui n'est pas entre les mains du président du Brésil. Oui, il n'a aucun pouvoir sur les choses que Donald Trump demande. Et pour le cas de Bolsonaro, toutes ces choses, est-ce qu'il est au courant de ça, à ton avis? Trump? Bien sûr que non, Nema. Trump ne connaît rien à la politique étrangère, nulle part dans le Sud global. Il ne sait toujours pas ce que sont les BRICS. Puis-je te donner probablement la meilleure citation de ces derniers jours? Je vais citer Trump mot pour mot, en commençant maintenant. Quand j'ai entendu parler de ce groupe venant des BRICS, donc c'est un groupe venant des BRICS, c'est pas le groupe BRICS. 6 pays en gros. Donc il ne sait pas. Il ne sait même pas combien il y a de BRICS et de partenaires des BRICS. Je les ai frappés très fort. Et s'ils se forment vraiment, d'une manière significative. Donc selon Trump, les BRICS ne sont même pas formés. Ça va se terminer très vite. Je vous dis, ils ne dureront pas très longtemps. Je ne pense même pas qu'ils le feront. Le faire signifie, dans son esprit, le dollar. Dans son esprit, la seule chose qui compte, c'est ce groupe de 6 ou quoi que ce soit, non formé, blablabla, est en train de dédollariser, et c'est anti-Amérique. Ça, c'est la seule chose qui compte dans l'esprit de Trump. Je pense même pas qu'ils le feront. Ils sont virtuellement effrayés à moi. Et il n'a même pas construit la phrase correctement. Ce serait « ils ont virtuellement peur de moi ». Il a dit « ils ont virtuellement peur à moi ». Donc, pour lui personnellement, tous les BRICS ont peur. Voilà comment il voit les choses. C'est très révélateur, parce que même si c'est horriblement construit, un enfant de 5 ans construirait mieux cette suite d'idées que Trump. Mais tout est là. Ça prouve qu'il n'a absolument aucune idée de ce que sont vraiment les BRICS. Et la seule chose qui compte dans son esprit, c'est qu'ils essayent de dédollariser. Donc ils sont anti-américains. Donc je dois les frapper fort. Voilà tout. Je pense que ça répond à notre question, non? Oui. En réalité, les Russes parlent de ça. Ils ne cherchent pas à remplacer le dollar, parce que personne ne veut remplacer l'hégémonie du dollar, ou ils veulent apporter quelque chose de différent. Quelque chose de différent, oui. Mais, Pep, quand tu regardes le Brésil aujourd'hui, après le sommet des BRICS, as-tu le sentiment que le Brésil est en quelque sorte en train de... Parce que, dans le cas de l'Iran, nous savons que l'Iran a essayé de négocier d'une certaine manière avec l'Occident, et ils ont eu la guerre israélienne en Iran. C'est très compliqué parce que d'abord, ils sont tous atlanticistes. Ils sont pro-américains. Les plus idiots, le nouveau riche, l'agro-business, etc., leur idée de réussir dans la vie, c'est une maison en Floride ou un appartement à New York ou un ranch au Texas ou un mélange des trois. Tu sais, ils parlent un anglais horrible pour commencer. Ils savent même pas s'exprimer correctement en anglais. Mais c'est du nouveau riche. Ils sont riches. Ils ont des leviers de pouvoir à Brasilia et dans les capitales, dans les grandes capitales. Ils ont des leviers de pouvoir dans le centre des affaires de São Paulo.
Mais comment peux-tu convaincre ces gens que l'avenir pour eux et pour le Brésil, ce sont les marchés mondiaux, pas nécessairement le marché américain, ou de ne pas devenir une puissance d'exportation de matières premières uniquement pour les États-Unis ou pour l'Europe. Et les Européens, ils regardent le Brésil dans le cadre de cet accord que personne ne veut, l'accord UE-Mercosur. Personne n'en veut. Enfin, au Brésil, bien sûr, l'agro, ils vont en faire toute une histoire. Et en Europe, ici, surtout ici en Europe, ils n'en veulent pas parce que, nous allons souffrir de la concurrence de produits sud-américains de bas de gamme. Hein. Donc, l'avenir du Brésil en tant qu'acteur du Sud global, ce sont les marchés du Sud global. Partout en Asie de l'Ouest, en Afrique, en Asie du Sud-Est, le président Lula se tourne vers le Sud. C'était l'une des meilleures décisions prises par Lula lors du sommet des BRICS. Il va participer au sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur en octobre, en Malaisie. Très très important. Parce qu'alors, Lula verra par lui-même comment fonctionne un marché intégré, l'ASEAN 10, et comment le Brésil peut profiter de ce marché intégré. Parce que beaucoup de choses que le Brésil vend les intéressent. Mais essaye d'expliquer ça à ces nouvelle classe d'affaires semi-analphabète au Brésil. De l'agro à la spéculation immobilière, tout ce que tu veux. Énorme problème. Ils sont complètement colonisés par l'Occident. Donc voilà. J'ai passé un peu moins de 2 semaines au Brésil, surtout à Rio, et pas assez à São Paulo non plus. 2 jours et demi à São Paulo, mais j'ai beaucoup appris de toutes les personnes à qui j'ai parlé. Et ça n'a pas beaucoup changé, tu sais. Le profil mental et l'alignement d'une grande partie des classes dirigeantes brésiliennes. Et elles ne comprennent toujours pas le Sud global dans son ensemble. Ou elles ne veulent pas comprendre le Sud global dans son ensemble. Elles ne comprennent pas que le Brésil est un leader du Sud global. Elles ne comprennent pas que la souveraineté, ce que maintenant Lula est en train, c'est incroyable. C'est comme si Lula réveillait une grande partie de la population brésilienne de sa léthargie en disant « Regardez, nous sommes une nation souveraine et l'un des protagonistes du XXIe siècle et nous devons nous comporter comme tels. » Au moins dans une certaine mesure. Cette menace de 50% a réveillé, pour utiliser un terme horrible, mais dans ce cas approprié, a réveillé une grande partie de la population brésilienne parce que c'est une attaque étrangère contre les intérêts nationaux brésiliens. Tout comme les Iraniens ont totalement compris, après l'attaque américaine, l'attaque israélienne et américaine, que c'était une attaque étrangère concertée contre les intérêts nationaux iraniens. Et cela va s'appliquer à tous les BRICS qui seront attaqués en série à partir de maintenant, par l'Empire. Nous atteignons la phase de désespoir de l'Empire en déclin, et ils vont devenir beaucoup plus dangereux qu'ils ne le sont déjà, beaucoup plus. Et ce n'est pas comparable à la fin de l'Empire romain, avant qu'il ne soit transféré de Rome à Constantinople. Non. C'était relativement pacifique. En fait, cela va être bien pire. Parce que cela implique des armes nucléaires et cela implique des guerres superposées que les Américains déclenchent déjà partout en utilisant leur vassal, l'OTAN. Et ces guerres sont essentiellement contre les BRICS. Donc c'est géoéconomique, géopolitique et militaire. Et c'est pourquoi c'est si dangereux. Donc, si vous avez des élites locales qui sont principalement atlanticistes, 5e colonne, elles ne se soucient pas vraiment de leur nation et elles se soucient de leur propre profit personnel. De préférence à l'étranger. Elles ne se soucient pas de la population locale. Elles ne se soucient que d'être acceptées comme de simples membres subalternes des classes dirigeantes du Nord global. Alors, si c'est le cas du Brésil, le Brésil va se retrouver dans de gros ennuis d'après le fait de ne pas avoir passé beaucoup de temps au Brésil et d'y revenir et de regarder tout ce qui s'est passé avant, pendant et après le sommet des BRICS. Peut-être que je suis... d'accord. Je ne sais pas. Je sais là. Peut-être que c'est l'âge. Peut-être que je sens taoïste, bouddhiste. Tu sais, j'essaie relativement optimiste avec ce que j'ai vu, avec, je dirais, la réaction de l'opinion publique brésilienne à la menace du système Trump.
J'espère que ça va durer et j'espère que cette pression populaire, ça dynamise Lula. Et tu sais, Lula finira par prendre de véritables décisions souveraines à partir de maintenant. Et les gens autour de son gouvernement aussi. Mais ma question, et voilà ma question pour toi, Nema. Peut-on faire confiance à ces gens autour de Lula au plus haut niveau du gouvernement brésilien maintenant? C'est tellement difficile Oui, c'est difficile là-bas. Ce qui se passe, Pep ici au Brésil, c'est que le pays ne sait pas ce qu'est la guerre. Même une guerre économique. Oui, et avec 50% de droits de douane, si les États-Unis décident d'imposer 100% de droits de douane à la Russie, cela frapperait encore le Brésil. Ça va être quelque chose de différent que le Brésil ne connaît pas. Il n'a jamais rien vécu de tel jusqu'à présent. Cela, à mon avis, cela apporterait une sorte de nouvelle réalité dans l'esprit des gens qui soutiennent, qui d'une manière ou d'une autre, s'opposent à Lula et à ses politiques, même au sein de l'administration. Très bon point. Et bien sûr, c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont dit, surtout à Rio, que tout le gang bolsonariste est encore extrêmement puissant dans la plupart des régions du Brésil. Ça va être un énorme problème. Énorme, énorme. Donc le pays est fissuré et fragmenté, et évidemment, quand vous avez un requin comme Trump qui regarde ça, il sent le sang. Donc le timing est à bien des niveaux, le timing de la menace est calculé au millimètre. Immédiatement après on peut dire, le sommet des BRICS, relativement réussi, compte tenu des attentes d'avant, surtout à cause de la déclaration finale, surtout à cause de la démonstration d'unité des membres des BRICS et des partenaires des BRICS aussi. Nous ne savons pas comment l'Inde va gérer tout ça, il est trop tôt pour le dire. Mais rien que le fait que l'Inde était là et que Modi était, tu sais, en extase, la façon dont il a été reçu au Brésil par Lula, etc., et qui propose un partenariat stratégique et tout ça. Donc évidemment, les Américains ont aussi calculé cela comme un message à l'Inde. Oh oui, tu rêves d'une relation stratégique avec le Brésil? Tu vas être frappé fort, tout comme nous les frappons fort. Ce sont les propres mots de Trump. Le problème, Pepe, avec l'Inde et la Chine, c'est que personne n'est capable de remplacer la Russie en termes d'approvisionnement en pétrole et en gaz pour ces deux pays. Bien sûr. Et comment est-ce possible dans l'esprit de l'administration à Washington, dans l'esprit de l'administration Trump, des gens comme Lindsey Graham qui puissent aller contre? Même dans le cas de l'Inde, nous savons que l'Inde, après tout, ils recherchent leurs propres bénéfices, ils recherchent leur propre stratégie, ils ne penchent pas vers la Chine et la Russie ou les États-Unis, mais dans leur esprit, ils ont leurs calculs. Je ne sais pas comment ces gens peuvent s'attendre à ce que l'Inde accepte d'une manière ou d'une autre ce qu'ils imposent à l'Inde. Ils n'accepteront pas. Je veux dire, les Indiens, bien sûr qu'ils n'accepteront pas. C'est pour ça que ce sont des menaces vides. Et la Chine, l'Inde, la Russie, allez, ils ne prennent plus ça au sérieux. Ce qu'ils commencent à prendre au sérieux, c'est comment ils s'interconnectent pour contourner ces menaces. Tu imagines que l'Inde et la Chine vont arrêter d'acheter du pétrole russe demain juste parce que un maître de cirque est en train de viferating. Je vais vous frapper fort. Ils s'en fichent. Ils s'en fichent. Nous en avons parlé avec nos amis chinois à Rio. Nous avons eu d'excellentes réunions avec certains des meilleurs universitaires chinois, le Beijing Club, Guangcha, l'Académie chinoise des sciences sociales, l'Institut d'études internationales de Shanghai et tout ça. Vendredi dernier, j'ai fait un excellent podcast qui sortira cette semaine avec mon grand ami Vijay Prashad et organisé par nos amis chinois. Donc cette interconnexion académique, analytique, se renforce de jour en jour. Et c'est une bonne chose parce que les leviers du pouvoir, ils y prêtent attention. Ces conversations et le rôle de certaines des institutions, Pékin y accorde beaucoup d'attention. En Russie, cela finit aussi par filtrer jusqu'au niveau de pouvoir au Kremlin. Et en Inde, c'est la même chose. Surtout le fait que l'Inde maintenant est, en un sens, en train de se rapprocher de certains des BRICS. L'Inde est déjà très proche de la Russie et veut se rapprocher du Brésil.
Donc il nous reste encore la question numéro 1 à résoudre, peut-être dans les prochains mois, qui est l'Inde et la Chine. Et les seuls qui peuvent, solidifier enfin la relation, ce sont les Russes. Et c'est dans leur intérêt, et c'est dans l'intérêt des BRICS de solidifier cela. Alors voyons comment ça va fonctionner. Et par exemple, beaucoup d'universitaires chinois, je les écoutais dire directement, ce qui est quelque chose, les Chinois utilisent toujours des métaphores, des images, des analogies historiques. Dans ce cas, ils disaient, la confiance entre la Chine et l'Inde est perdue. C'est très grave. Alors comment récupères-tu cette confiance? Les seuls qui peuvent faire en sorte que cela se produise ou accélérer ce processus, ce sont les Russes. Alors voyons. Les Russes auront un rôle crucial lors de ce prochain, dans moins d'un an et demi, au sommet des BRICS en Inde, qui aura probablement lieu à la fin de l'année prochaine en Inde, pour, les mettre à la même table et dire « Regardez, nous sommes tous attaqués maintenant par le même acteur. Alors, est-ce qu'on s'unit pour de bon ou quoi? Vous êtes dedans ou pas ?» Donc la décision est entre les mains des gens qui soutiennent Modi, pas nécessairement Modi lui-même, mais les gens qui le soutiennent. Et c'est pour ça que la table des BRICS va devenir, elle est en train de devenir, chaque jour qui passe, la table des BRICS devient plus importante, parce que maintenant il y a un consensus qu'ils sont attaqués, et bientôt ils seront tous attaqués. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. La Chine ne pensait pas que les États-Unis iraient contre elle avec ce genre de droits de douane que Donald Trump. Depuis son arrivée au pouvoir, depuis son arrivée à Washington, a imposé à la Chine. Il ne savait pas, j'ai parlé avec Marandi. Il a dit que lorsqu'il est allé en Chine, les gens là-bas changeaient tellement parce qu'ils disaient « Maintenant nous comprenons ce dont vous parliez ». Tu sais, la réalité est en quelque sorte, je ne sais pas combien de temps cela prendra pour que cette réalité frappe l'Inde. Mais ça va frapper l'Inde. Ils vont apprendre qu'après tout, il faut décider de son avenir. Et ils ne semblent pas encore prêts, Nema, à cause de toutes ces contradictions internes cosmiques en Inde. Leur classe dirigeante, leur complexe d'infériorité, le fait qu'ils n'ont pas ce que la Chine a fait avec un siècle d'humiliation, elle s'en est remise. Les Indiens, eux, ne se sont jamais remis de la rage. Ils ne se sont jamais remis du fait qu'ils ont été exploités, dévastés, détruits de l'intérieur par l'Empire britannique. C'est très difficile d'admettre ça, de s'en remettre et de travailler dessus. Tu nommes le problème, tu sais, le problème des castes, tu le nommes. Le préjugé contre les musulmans ou le harcèlement des musulmans, ils ont tellement de problèmes qui se chevauchent. Et un système comme celui de ces fanatiques hindutva n'est pas le meilleur système pour commencer à résoudre leurs problèmes. Et par-dessus tout ça, ils se présentent comme des leaders du Sud global, sans ces contradictions internes. En plus de leurs problèmes avec l'islam, ils ne pourront jamais être un véritable leader du Sud global. Point final. La Chine, oui, eux non. L'Inde, non. Donc, c'est fou parce que maintenant, nous imaginons qu'un troisième acteur, un acteur extérieur comme la Russie, peut diplomatiquement expliquer aux Indiens qu'il est dans leur intérêt d'agir comme une puissance souveraine du Sud global, comme agissent la Russie, la Chine et l'Iran. Alors, devons-nous nous attendre à ce que les classes dirigeantes indiennes apprennent de la Russie, de la Chine et de l'Iran, surtout ces 3 derniers mois? C'est une question ouverte. Laissons ça comme ça pour l'instant, d'accord? C'est une question ouverte, mais par exemple, quelque chose de très, qui m'a beaucoup frappé parce que je l'ai entendu de différents universitaires chinois,
parlant des BRICS, il disait « Peut-être que nous devrions commencer à envisager les autres regards sur les BRICS. » Et il parlait ouvertement des BRICS. Et devine quoi? De l'Iran et de l'Indonésie, pas de l'Inde. Et n'oublie pas, l'Iran et l'Indonésie sont des membres à part entière des BRICS. Ils ne sont pas partenaires. Ils ont le même statut que l'Inde. Et les Chinois regardent l'Iran et l'Indonésie. Oui, ce sont des nations souveraines. Nous pouvons faire beaucoup de commerce avec elles. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Elles sont à la table. Elles sont, tu sais, nos égales. Donc l'Inde, si elle ne commence pas à agir dans son propre intérêt indien, elle perdra du pouvoir à la table des BRICS. Elle va s'exclure elle-même. Donc, encore une fois, c'est une question ouverte. En sont-ils conscients en Inde? Nous ne le savons toujours pas. C'est une question ouverte. Je pense que nous aurons plusieurs mois pour commencer à répondre à cette question avant le sommet des BRICS l'année prochaine, n'est-ce pas? Oui. En plus de la guerre économique qui est en cours depuis 2010, à mon avis, mais même avant, TEP, J'aime que tu mentionnes 2010. Tu te souviens pourquoi? Parce que c'était le pivot asiatique d'Hillary Clinton. Tu te souviens de ça? En fait, c'était pas elle. Le gars qui a inventé ça, c'était Kurt Campbell. Il était le numéro 2 au département d'État à l'époque. Il a conceptualisé le pivot vers l'Asie. Et ensuite, Hillary, elle a dit « c'est mon idée ». C'était pas vrai? Elle l'a volé. Et ensuite, elle a publié un énorme article dans Foreign Affairs parlant du pivot asiatique. C'était en 2010. Absolument. Donc, même avant 2010, les classes dirigeantes américaines, les gens qui dirigent le jeu, ils pensaient déjà, oui, nous devons nous concentrer là-bas, partout en Asie. Ils pensaient à la Chine, mais de manière latérale, en sous-main, ils pensaient aussi à la Russie. Même avant le Maidan, n'oublie pas, toute l'arnaque du Maidan. Arnaque qui était une arnaque de l'administration Obama, y compris le vice-président de l'époque, Joe Biden. Donc, oui, je suis content que tu aies mentionné 2010. Je me souviens très très bien. J'étais de haut en bas en Asie à l'époque, quand j'étais avec Asia Times, bien sûr. Et évidemment, en revenant aux États-Unis, on se demandait toujours, d'accord, que veulent faire les Américains avec l'Asie? Et quand ça a émergé, nous savions tous ce qui allait se passer ensuite. Oui, la nouvelle guerre hybride commence, l'Asie dans son ensemble. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de développement, et maintenant avec les gens du Trump 2.0 qui est plein de xénophobes, de russophobes et d'iranophobes et d'islamophobes, tout est là, n'est-ce pas? oui. Et en plus de ça, de cette guerre économique, nous avons la guerre chaude entre l'Occident et la Russie et l'Iran. Je dirais que ce sont les lignes de front du conflit parce que tu peux considérer que le combat va à la guerre économique sur le long terme. Mais en ce moment précis, pour l'instant, nous voyons que l'Occident affronte la Russie en Ukraine et affronte l'Iran au Moyen-Orient. Comment cela va-t-il pour le cas de la Russie? Nous savons qu'il semble que les Européens, jusqu'à présent, spécifiquement le chancelier d'Allemagne, essaient de convaincre Donald Trump, essaient d'une manière ou d'une autre de manipuler la situation contre la Russie. Comment vois-tu la manière dont l'Allemagne joue le rôle que je dirais que la Pologne et le Royaume-Uni jouaient auparavant? Et il semble que la Pologne est en train de sortir du tableau et que l'Allemagne remplace la Pologne, et même pire que la Pologne. Encore pire? Nema, as-tu vu ce traité germano-britannique, qui est en gros un traité germano-britannique pour attaquer la Russie? Mais ce n'est pas le seul, il y en aura d'autres. Je dirais, à partir de maintenant, il y aura des traités intra-européens interconnectés, avec un seul objectif: préparer la guerre contre la Russie. La guerre chaude contre la Russie, qui dans le jargon de l'OTAN, dans les documents internes de l'OTAN auxquels nous avons eu accès dans les fuites de l'OTAN, est prévue aux alentours de 2030. Et maintenant, ils le disent ouvertement? Non, pas ouvertement, mais presque ouvertement. Qu'elle aura lieu d'ici les 5 prochaines années. D'accord, laisse-moi trouver quelques-unes de mes notes ici que j'ai écrites, et je suis sûr que notre public va adorer ça. J'ai écrit mes notes sur un papier à en-tête du Beijing Club. Tu sais, c'est l'un de mes nouveaux papiers à en-tête préférés maintenant. Maintenant, personne, non.
Très peu de gens prêtent attention à ce qui se passe à Rotterdam. Nema et tout notre public, Rotterdam est probablement le plus grand port d'Europe, le plus grand, bien plus grand qu'Anvers. En fait, c'est l'un des ports, si la Belt and Road fonctionnait à plein régime vers l'Europe, dans l'esprit des Chinois, le port numéro 1 dans le nord de l'Europe serait Rotterdam et dans le sud, Venise. Rotterdam est maintenant entièrement en train d'être préparé pour être aussi un port militaire. C'est essentiel. Rotterdam est énorme. Donc, il prévoit d'affecter au moins 30% de la surface de Rotterdam à l'usage militaire. Des installations militaires de l'OTAN en préparation de cette guerre en 2030. Ce n'est pas un hasard si l'actuel secrétaire général est néerlandais. Mark Rutte, ancien Premier ministre des Pays-Bas. Pas un hasard du tout. Il est l'un de ces Young Global Leaders. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, dans notre public, savent de quoi il s'agit. C'est une institution de Davos, une arnaque du Forum économique mondial depuis longtemps, qui consiste essentiellement à former, à endoctriner, à financer, à donner un soutien diplomatique à de jeunes leaders mondiaux du futur. Devine qui était l'un d'eux, il y a des années. Mark Rutte, des Pays-Bas. Donc c'est très 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 dangereux, parce que cela s'aligne avec le budget militaire prévu de l'OTAN. En fait, pour l'instant, ce n'est pas seulement pour 2030. Ça pourrait commencer dès l'année prochaine. 1 billion d'euros par an qu'ils n'ont pas, soit dit en passant. Ils vont devoir extraire ça des populations civiles à travers l'Europe, des contribuables européens. En d'autres termes, d'accord? D'accord? 1 billion d'euros par an, et cela continuera encore et encore en augmentant, essentiellement pour faire quoi? Pour acheter des armes américaines. Pour faire quoi? Préparer la guerre contre la Russie. Et qui profite de tout ça 2 fois. Les Américains armant les Européens et le complexe militaro-industriel américain gagne énormément d'argent grâce à ces toothless Chihuahuas. Ils vont organiser et préparer la guerre contre la Russie. Et les États-Unis dirigent depuis l'arrière. Mais de très loin, protégés par l'océan Atlantique. Ça ne rappelle rien à personne, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale? Oui, bien sûr que si, parce que c'est exactement la même chose encore une fois. Donc voilà ce dont tu parles à propos de la connexion entre BlackRock et la Banque centrale allemande. C'est là qu'il s'inscrit. C'est là que ce traité anglo-allemand, on peut l'appeler ainsi, s'inscrit. C'est là que la militarisation du port de Rotterdam s'inscrit. C'est là que ce budget d'1 billion d'euros pour l'OTAN s'inscrit. Et c'est là que cette interconnexion des intérêts va continuer. Ah, et n'oublie pas, très très important, la machinerie de l'Union européenne et la machinerie de la Commission européenne, qui sont dire, tu sais qui, ces 2 harpies, la méduse toxique et l'estonienne folle, alliée, indéfinissable, la chef de la politique étrangère de 450 millions de citoyens européens, d'électeurs, de contribuables. Donc tout se met en place, Nema, et ça se met déjà en place maintenant. Donc si maintenant nous savons déjà, et nous pouvons identifier les acteurs, nous pouvons identifier d'où vient l'argent et où va l'argent, et tout ça. Bien sûr, les Russes savent ça beaucoup mieux que nous tous. Donc les Russes se préparent à cette guerre. Ce n'est pas ce qui se passe maintenant en Ukraine. Ceci est l'entrée. Les Russes gèrent l'entrée pour le moment, à la manière russe, comme nous le savons tous. Si tu comprends la mentalité russe, tu sais que c'est leur manière de faire la guerre. L'attrition, petit à petit. C'est pas une question de conquérir du territoire. Si tu conquiers du territoire, excellent. La démilitarisation, ce qui fonctionne, et ensuite à long terme, ce qui est beaucoup plus compliqué, la dénazification. Mais pour ça, ils ont besoin d'un nouveau gouvernement à Kiev. Ils suivent les manigances de l'Empire et des Britanniques. Et maintenant, surtout, avec cette fuite ouverte disant que le prochain dirigeant de l'Ukraine sera Zaloujny. Nous le savions il y a 1 an et demi que ce serait Zaloujny, parce qu'il a quitté Kiev. Il est devenu ambassadeur d'Ukraine à Londres, où il est entraîné, je dirais 10 heures par jour au moins, jour après jour, par le MI6 pour être leur homme à Kiev. Tout le monde savait ça. C'est ridicule. Maintenant, c'est à découvert parce que c'est même publié par les médias américains dominants. Donc nous savons tous où ça va et évidemment les Russes le savent mieux que quiconque. Donc,
Cela nous ramène encore une fois à la question Nema, et c'est la question de la guerre. Quand les Russes vont-ils s'arrêter? Où et comment? Nous ne le savons toujours pas. Et tout le monde qui dit qu'il le sait, il ne sait pas de quoi il parle. Le seul qui sait, c'est Vladimir Poutine. Peut-être Gerasimov, peut-être qu'il ne sait pas. Shoigu ne sait pas. Medvedev ne sait pas. Le Conseil suprême tout entier ne sait toujours pas. La décision finale appartient au grand ours. Et bien sûr, la pression va monter. Parce qu'alors, d'accord, nous traversons le Dniepr. Nous continuons. Oui, nous continuons jusqu'à Odessa. Pourquoi pas? Allons jusqu'à Odessa. Surtout maintenant qu'après Odessa, Transnistrie. Donc, tu sais, toutes les portes seront ouvertes, n'est-ce pas? Mais en même temps, les Russes regardent comment les attaques directes à l'intérieur de la Fédération de Russie vont inévitablement augmenter, tôt ou tard. C'est là que ces avions de surveillance de l'OTAN, au-dessus de la Crimée, jour après jour depuis quelques semaines maintenant, s'inscrivent. Ils vont préparer quelque chose en Crimée, et ce sera une attaque terroriste, très probablement. Comment la Russie va-t-elle réagir à ça? Cette approche gradualiste atteint ses limites, n'est-ce pas? Ce que nos amis à Moscou, des hommes d'affaires, j'entends ça depuis 2 ans et demi. Cette presque guerre ne peut plus être une presque guerre. Cette transition de l'opération militaire spéciale SMO vers l'opération antiterroriste CTO n'est pas encore annoncée. Elle se forme. Ce qui est en train de se former ressemble à ça, mais ce n'est pas encore en place, ce qui aurait dû être le cas depuis un moment. Ceci est une opération antiterroriste. Le problème est, si tu élimines les têtes du serpent terroriste, qui viendra après? Et cela explique pourquoi les Russes s'abstiennent encore d'enniquer Zelensky à Kiev, d'accord? Qui viendra après? Et nous ne voulons pas de Zaloujny. Zaloujny est l'homme des Britanniques, et la Grande-Bretagne est officiellement en guerre contre la Russie. Peu importe comment tu essaies de le décrire, Londres est en guerre contre Moscou. Donc toutes ces variables entrent en jeu chaque jour. Mais nous connaissons déjà la grande image, ce que sera cette guerre de l'OTAN contre la Russie dans environ 5 ans. Donc les Russes doivent tout calculer en fonction de d'accord, que va-t-il se passer au cours de ces 5 prochaines années. Et l'approche gradualiste, arrivant au moment où l'OTAN déclarera enfin la guerre à la Russie pourra détruire toutes les principales bases de l'OTAN en une demi-heure. Ce qu'elle peut faire. Évidemment, ces idiots de généraux britanniques, réformés ou retraités ou autres, n'ont aucune idée de ça. Mais la Russie peut tout détruire, y compris ses infrastructures militaires du port de Rotterdam, avec quelques Sarmat, Zircon et Ornik. Donc les Russes observent ça quand nous en arriverons à ce point. Que la situation est devenue tellement désespérée de la part des Européens, de la part de l'Occident, qu'ils risqueraient une telle escalade contre la Russie. Oui, bien sûr qu'ils sont désespérés, parce que, peux-tu imaginer? Tu as écrit sur ton front, en rouge, défaite, humiliation. C'est ce que c'est. Souviens-toi, mars de 2022, Nema, nous allons détruire l'économie russe en 3 mois. Tu te souviens de ça? Et maintenant, ils regardent la défaite droit dans leur front, leur visage, tout, chaque fois qu'ils se réveillent et se regardent dans le miroir. Donc il y aura des escalades, aucune question, y compris cette possible attaque terroriste en Crimée, ou plusieurs attaques terroristes en Crimée, et des missiles à longue portée frappant à l'intérieur de la Fédération de Russie. Ils ont besoin de provoquer la Russie pour qu'elle fasse quelque chose. Le problème, c'est que la Russie ne sera pas provoquée. Regarde, ils ont été provoqués par une attaque contre un tiers de leurs actifs nucléaires stratégiques. Et ils n'ont pas réagi en conséquence. Ils reportent toujours la réponse. Parce que quand la vraie réponse viendra, ce sera quelque chose hors norme. Et les Russes préfèrent ça. Coup de grâce, comme on dit ici en France, tu sais, le coup qui détruit ton ennemi pour de bon. Donc, c'est fascinant à voir. Quand tu comprends la mentalité russe, tu comprends cette attente, cette patience et cette préparation sans surréagir. Et c'est très difficile pour beaucoup d'entre nous, surtout pour tous ceux qui sont des produits de l'Occident, de comprendre ça. Mais après un certain temps, quand tu comprends comment ils pensent, ça a du sens de leur point de vue,
totalement. Et la manière dont, pourquoi c'est pas une guerre? Non, c'est juste une opération militaire, une opération de police. Et maintenant, une opération de police mélangée à une opération antiterroriste contre une bande de terroristes. La vraie guerre n'est pas celle-ci. La vraie guerre arrive, nous devons nous préparer à celle-là. Celle-ci est facile, on peut la gérer comme il la gère, n'est-ce pas? Mais comme tu l'as dit, c'est de plus en plus dangereux à chaque minute, parce qu'il y aura, je dirais, une succession d'escalades à partir de maintenant. Il n'y a aucun doute là-dessus. Surtout quand tu as au pouvoir, à l'OTAN, au Royaume-Uni, dans les soi-disant directions politiques de différentes nations de l'OTAN, et à Bruxelles, des gens de cette qualité, et je suis diplomate, en disant ça, ils ne se qualifient même pas comme ayant une quelconque qualité. Donc nous pouvons nous attendre au pire. Aucun doute là-dessus. Avec Donald Trump au pouvoir, je ne vois pas, Pep, une fin pacifique au conflit en Ukraine. Ça va être quelque chose tellement, peut-être qu'on pourrait insister sur le fait que ce sera plus sanglant que ce que ça a été dans les derniers jours ou le dernier mois de la guerre contre l'Allemagne nazie. Il y avait tellement de sang qui coulait. Et il semble que nous nous dirigeons vers ce moment. Les Russes ne veulent pas ça. Mais s'ils sont finalement forcés de faire quelque chose comme ça, ils le feront. Mais pas en termes de sang. C'est en termes d'amputer la capacité militaire de l'OTAN, ce que les Russes pourraient faire en moins d'une journée, vraiment. Donc c'est pourquoi le problème est si le coût pour la population civile russe commence à devenir très très élevé. N'oublie pas, pour le moment, le coût en termes de pertes russes, c'est déjà très très élevé et c'est un sujet extrêmement sensible à discuter quand tu es en Russie. Je l'ai vu moi-même. Et dans beaucoup d'épisodes, j'essayais d'écrire quelque chose ou de publier quelque chose que je savais, oh non, ça c'est une ligne rouge. Parce que ça serait considéré comme une attaque contre la sécurité nationale. Et je comprends leur motivation et je comprends leur logique, bien sûr. Mais pour le moment, le Kremlin juge que le prix payé par l'armée russe, d'accord, je parle des pertes militaires, est acceptable. Et pour le dire franchement, le prix payé par la population civile russe est acceptable. Mais si ça dépasse une ligne rouge que aucun d'entre nous ne sait où elle se situe, c'est probablement dans l'esprit de Poutine. Tu sais, il doit y avoir un chiffre, un nombre quelque part, tu sais. Alors toutes les règles sautent. Nous n'en sommes pas encore là, mais juste pour donner un exemple. Imagine un false flag à Moscou, avec beaucoup de victimes civiles dans la capitale. Là, nous nous approchons de cette ligne rouge ultime, n'est-ce pas? Si nous avons quelque chose comme ça, les gens qui auront ordonné ce false flag, il ferait mieux de commencer à courir tout de suite. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc ce jeu de calibrage est très complexe pour Poutine et le Conseil de sécurité. De l'autre côté, nous savons qu'il n'y a pas de règles. Quand tu as le chancelier d'Allemagne appelant ouvertement à frapper des actifs de la Fédération de Russie à l'intérieur de la Russie, c'est déjà une déclaration de guerre en soi. Et ces généraux stupides et le chef de l'OTAN, tu les connais, ils perdent... ils n'ont jamais eu la moindre mesure. Mais voilà ce qui se passe, Nema. Quand tu lances une opération militaire sans penser aux résultats possibles. Et après un peu plus de 3 ans, tu fais face à l'humiliation en pleine figure. Mais une humiliation totale, complète. Toute la machine de l'OTAN humiliée par la Russie, tu perds toute la moindre trace de pensée rationnelle que tu pouvais avoir dans le passé. Et tu ne l'avais pas parce que tu as lancé cette opération contre la Russie au départ. Et tu étais sûr que tu allais gagner en 3 mois. À quel point ces gens peuvent-ils être stupides? Eh bien, ils sont aussi stupides, voire encore plus. Et maintenant, c'est le désespoir. Et bien sûr, Trump est assez intelligent en tant qu'homme d'affaires. Il a déjà trouvé sa sortie. Ah, c'est pas ma guerre. Cette guerre vient de l'administration Obama qui était avant moi. Et maintenant, c'est votre guerre, Européen. Vous voulez mener votre guerre? D'accord. Achetez toutes nos armes, c'est tout. Je vais vous vendre tout ce que vous voulez, c'est tout. Donc les États-Unis sont dehors, techniquement, n'est-ce pas? C'est une façon très intelligente de gérer ça.
Et bien sûr, il prépare les Européens à une chute encore plus catastrophique qu'avant. Chaque jour qui passe, la chute européenne sera encore plus catastrophique. Et ils ne le voient pas, Nema. Ce qui est mon Dieu, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont sourds, muets, aveugles et assez stupides pour ne pas voir qu'ils sont maintenant en train d'être piégés. Maintenant que la défaite est inévitable, ils sont en train d'être piégés pour tout ce qui arrive, y compris cette fameuse guerre contre la Russie en 2030. C'est inimaginable. L'exploit de Donald Trump en termes de la façon dont il est perçu en Russie et en Iran, personne ne lui fait confiance. Bien sûr, il y a beaucoup d'aspects différents et des lobbies, ils sont assez puissants pour faire ça. Nous nous souvenons tous qu'au début, le Trump 1.0, il allait combattre le marécage et assécher le marécage, n'est-ce pas? Et nous savons qu'en quelques mois, le marécage l'a dévoré vivant. Ce qui se passe maintenant, après 6 mois, le marécage est en train de le dévorer vivant encore une fois. Et je dirais qu'ils sont en train de le digérer. Ils l'ont déjà mangé, ils l'ont digéré, et puis ils ont jeté les restes dans le marécage. Donc nous avons beaucoup de petits Trumpinos, tu sais, des mini-Trump, tu sais, dans le marécage. Waouh! Et bien sûr, le lobby sioniste, le numéro 1 de tous, bien sûr, ils l'ont convaincu de bombarder l'Iran, littéralement, ce qui aurait pu, selon la réponse iranienne, être le début de la Troisième Guerre mondiale. Ça ne l'a pas été, parce que les Iraniens regardent la situation dans son ensemble. Et ils ont dit non, c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Et ça peut être plus tard ou ce sera plus tard. Et bien sûr, cette liberté totale que Trump 2.00 donne à cette secte de la mort en Asie occidentale pour bombarder tout ce qu'ils veulent, prendre le contrôle de parties de la Syrie, essayer de détruire le Liban pour de bon, se réarmer à nouveau, tenter une autre attaque contre l'Iran. Ce qui pour eux sera, si jamais ils essaient, ils sont vraiment, tu sais, ils sont finis, s'ils essaient. Mais ils essaieront encore, c'est dans la logique de la bête. Cette secte de la mort est comme ces tueurs en série dans les mauvais films américains qui ne meurent jamais. C'est la logique de cette secte de la mort. La seule logique, c'est la mort et la mort en série. Et même si tu es mortellement blessé, tu continues à essayer cette logique de la mort en série jusqu'à ce que, tu sais, une force venue d'en haut te tue. Enfin. Mais à la fin, ça ne se produit jamais parce qu'il continue de ressusciter. Il doit forcément y avoir une saison 2, ou une saison 3, ou une saison 4. C'est la logique de Hollywood, n'est-ce pas? Donc ces tueurs en série ne meurent jamais. Cette secte de la mort en Asie occidentale, c'est la même logique. Et ils ont trouvé le président parfait des États-Unis pour « D'accord, allez-y, faites tout ce que vous voulez. » Donc une autre question ouverte. Se réveillera-t-il un jour et aura-t-il, je dirais, 30 secondes d'introspection, ce qui, dans son cas, est déjà comme un voyage jusqu'à la Voie lactée? Waouh! Ce lobby est en train d'enterrer ma présidence, ce qu'il est déjà en train de faire maintenant. Mais peux-tu imaginer, dans quelques mois ou avant les midterms, fin de l'année prochaine aux États-Unis, quand il regardera les chiffres et qu'il verra que sa présidence est en train d'être enterrée? Va-t-il changer de cap dans la façon dont il traite et dans la façon dont il est manipulé par ce lobby? Probablement pas. Les choses vont continuer comme elles sont. Il va continuer à faire les mêmes choses parce que dans son esprit, il pensera à quoi? Son esprit ne pense qu'en termes de conclure un accord. C'est une logique de mafia. Mafia. Oh, très belle chose que vous avez là. Ce serait dommage si quelque chose arrivait, vous savez. Puis, d'accord, laissez-moi vous proposer un moyen de gérer ça et rien n'arrivera à ce que vous avez. C'est ainsi que pense la mafia et c'est ainsi qu'il pense, parce qu'il a appris à penser comme ça auprès de la mafia du New Jersey et de New York. Ah, nous allons construire ce fantastique corridor commercial avec Israël au milieu, desservi par l'Arabie Saoudite et les Émirats des deux côtés. Ça va être entre l'Europe à une extrémité et l'Inde à l'autre extrémité. Israël sera au milieu. J'en tirerai un bénéfice personnel. Je vais construire beaucoup de choses dans ce qu'on appelle Gaza et tout le monde gagne. C'est ce qu'il pense réellement, Nema.
et il pense vraiment que ce truc pourrait marcher. C'est la seule chose qu'il voit en termes de... quand il regarde l'Asie occidentale, transformer la région en une succession de Trump Towers ou de Trump Casino ou peu importe, tu sais, c'est tout. Avec lui au milieu, en tant que président de tout le conglomérat, tu sais, assis dans la tour principale de la multinationale, gérant tout et tout le monde subordonné à ses intérêts. Les Européens, les Indiens, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël. C'est le plan directeur. Aussi stupide que ça puisse paraître, c'est le plan directeur. Il n'y a rien d'autre. Pepe, comment la situation en Azerbaïdjan pourrait-elle influencer le dossier du corridor Nord-Sud, dont nous savons que la Russie et l'Iran se préoccupent tellement? C'est pas bon du tout. Je veux prendre un peu de temps ces prochaines semaines pour essayer de faire une chronique pour expliquer ce qu'il y a derrière la stratégie d'Aliyev, ça peut devenir très dangereux pour lui et ses sbires en Azerbaïdjan. Comme tu le sais, l'Azerbaïdjan, en gros, est un État mafieux dirigé par la famille Aliyev et BP, British Petroleum. C'est l'alliance de deux mafias. La mafia pétrolière, BP, et la véritable mafia de l'argent, la famille Aliyev. Et les Russes regardent ça et disent d'accord, voyons comment il va jouer sa main au-delà des limites. Pour le moment, c'est l'attitude du Kremlin. Tu remarques que le Kremlin n'a encore rien fait à propos de l'Azerbaïdjan. Ils attendent qu'Aliyev commette une erreur majeure, ce qui finira par arriver tôt ou tard. Et je suis sûr que ça a à voir avec l'isolement de la Russie et de l'Iran simultanément du Caucase du Sud. Si on en arrive à ce point, les Russes agiront et les Iraniens devraient agir aussi. S'ils font quelque chose avec le corridor de Zangezur, super sensible pour l'Iran, c'est super sensible pour l'Iran. S'ils font quelque chose à propos du corridor de Zangezur et isolent l'Iran du Sud, parce que l'Iran devra agir, n'est-ce pas, Nema? Et si ça arrive vis-à-vis de la Russie devra aussi agir. Donc peut-être que la Russie et l'Iran agiront ensemble si nous en arrivons à ce genre de situation. Mais c'est très dangereux, très, très dangereux. Et cette alliance Erdogan-Aliyev avec Israël également. Après tout, nous avons un triangle Ankara, Bakou, Tel Aviv. C'est un triangle qui fonctionne là-bas, extrêmement dangereux. Et c'est la raison numéro 1 pour laquelle Israël continue à recevoir du pétrole via l'oléoduc BTC. Il n'y a pas d'autre explication. Parce que le triangle est en train d'être... Ils sont en train de confirmer le triangle. D'accord, où allons-nous ensuite? Quelles sont les prochaines étapes? Leurs intérêts sont théoriquement alignés. Donc tu sais, Erdogan et Tel Aviv, ils ont plus d'intérêt à s'aligner qu'à se séparer. Tout ça, je dirais ce brouillard de guerre avec les Druzes en Syrie, c'est un brouillard de guerre. Ça pourrait avoir été, en fait, directement organisé entre les services de renseignement israéliens et les services de renseignement turcs. Personne ne sait pour le moment. Pour le moment, c'est que de la spéculation. Donc, ne sous-estimez pas la formation et la consolidation de ce triangle extrêmement dangereux à tous les niveaux. Eh bien, je reçois quelques invitations pour aller à Bakou. Je pense que je vais accepter la prochaine, Nema. Ils n'arrêtent pas de m'inviter à des séminaires, des conférences. Je pense que la prochaine, j'irai définitivement, mais pas pour les raisons qu'ils imaginent.